Mais je ne voulais pas être trop long, mais il y a effectivement, il y a un aspect essentiel, c'est que ce qu'on nous présente comme un régime autoritaire, un régime bizarre, un régime c'est le Venezuela est le pays où il y a l'expérience de démocratie participative sans doute la plus intéressante de l'époque actuelle. Bon, voilà. Écoutez, en gros, j'ai décidé de commencer toute intervention sur le Venezuela par un certain nombre d'affirmations qui me paraissent nécessaires dans le contexte actuel en France, précisément par rapport au discours de droite, du centre et de gauche sur le Venezuela. Première chose, Nicolás Maduro n'est pas un narcotrafiquant. Deuxième chose, Nicolás Maduro n'est pas un dictateur. Troisième chose, le gouvernement n'est pas un régime autoritaire, mais un pays qui est confronté à une agression d'une puissance infiniment supérieure et qui donc se défend avec ses moyens. À partir de là, on peut discuter de tout. Mais c'est le point de départ, pas forcément de mon argumentation, mais me semble-t-il de la réalité. Alors, j'ai un peu hésité avant de venir en disant qu'est-ce que je vais leur raconter. Non, riez pas, parce que j'imagine que si vous êtes là, vous êtes déjà des gens qui s'intéressent au Venezuela, qui avaient déjà accumulé de l'information, et j'ai un peu peur de vous répéter la même chose et de rabâcher. Mais néanmoins, par rapport à ce que je viens de dire, je vais revenir un peu en arrière quand même pour expliquer un certain nombre de points. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on vous raconte que Maduro n'a pas été élu démocratiquement et que donc il n'est pas légitime. Alors, c'est pas la peine de soupirer, Paul, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Je veux dire, si vous êtes confronté, parce que moi j'imagine que vous êtes des relais d'information. Je veux dire, on est dans un monde où l'opinion sur le Venezuela, elle est tranchée, elle est définitive. Le discours que je vais vous tenir, mais si vous êtes là, on est très minoritaire, mais de mon point de vue, vous devez être des relais. Or, c'est pas toujours simple. Vous n'avez pas toujours les réponses. Moi, je les ai. J'ai mes réponses à moi parce que je travaille là-dessus, je consacre mon temps. Vous avez, vous, d'autres occupations, vous avez un métier, vous avez une famille. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments au risque de me répéter pour ceux que je repère à chaque fois. Je ne donne pas de nom. Alors, bon, on va quand même démarrer par l'actualité immédiate. Donald Trump, dans ses œuvres, il n'y a pas très longtemps, j'ouvre les guillemets, le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais rassemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Celle-ci ne fera que croître et le choc pour eux, alors eux c'est les Vénézuéliens, sera sans précédent jusqu'à ce qu'ils restituent aux États-Unis tout le pétrole, les terres et autres actifs qu'ils nous ont volés par le passé. Et il faut qu'ils les rendent immédiatement. Alors j'ai rien arrangé, ça a été prononcé comme ça. Dans l'histoire du capitalisme ou de sa déclinaison néolibérale, on a déjà vu privatiser des services publics, on a déjà vu privatiser des entreprises, des industries, mais là, on a un prédateur qui veut privatiser un pays. C'est-à-dire, on veut le pétrole, on veut les terres, on veut les richesses. Alors, vous le savez, vous avez peut-être suivi, depuis le mois d'août, face aux côtes du Venezuela, on avait 8 navires de guerre, on avait plusieurs milliers de Marines, on avait un sous-marin à propulsion nucléaire, on avait des avions de chasse à Porto Rico, et on a beaucoup spéculé sur ce qui pouvait se passer. La dernière fois qu'on s'est vu, pour ceux avec qui on s'est déjà rencontrés, on était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas y avoir d'invasion du Venezuela du fait des rapports de force qui ne seraient pas favorables aux États-Unis, mais on imaginait des opérations ciblées, on imaginait éventuellement des assassinats. J'avoue honnêtement que personne n'avait pensé à ce qui s'est passé, c'est-à-dire, alors non pas la capture de Nicolás Maduro, mais la séquestration, le kidnapping d'un chef d'État. C'est-à-dire si on prend le déroulé des événements, et y compris le discours de Trump, qui l'a dit très clairement, on est dans une opération coloniale. On est une puissance, alors pas dans le sens classique de l'occupation pour l'instant, mais c'est une opération coloniale dans la mesure où on s'empare d'un territoire et on s'empare des richesses d'un pays.
Et dans le cadre de ce déploiement de forces armées, le discours, à l'origine, c'était les États-Unis luttent contre le narcotrafic. Et les médias, d'une manière générale, ont repris dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, les États-Unis installent une flotte face au Venezuela. Et on a assisté avec un certain effarement, je veux dire, à des frappes contre des embarcations. Alors vous imaginez quand même le sous-marin Gerald Ford, qui est le porte-avions Gerald Ford, qui est le porte-avions le plus moderne, le plus puissant des États-Unis, dépêché pour frapper sur une trentaine d'embarcations et faire 100 morts. Mais quand je dis des embarcations, c'est pas parfois j'ai vu des navires. C'est pas des navires, c'était des embarcations. Ça a fait, alors, dans les conditions que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire que les frappes ont été aveugles, on a coulé des embarcations, on a assassiné les gens. Vous êtes tous capables de comprendre que si on lutte contre le narcotrafic, s'il y a des narcotrafiquants, on les intercepte, on saisit la cargaison, on enquête, on cherche d'où elle vient, où elle va, qui sont les complices, etc. On n'assassine pas purement et simplement les gens, à tel point que quand même, l'ONU s'est un tout petit peu réveillée et que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a parlé, et très justement, d'exécution extrajudiciaire. Et puis, finalement, est arrivé ce qu'on attendait sans savoir ce qui allait se passer. C'est la nuit du vendredi 2 au 3 janvier, où vous avez plus de 150 avions et hélicoptères qui ouvrent qui ouvrent un corridor, et vous avez des unités d'élite de la force Delta. Excusez-moi, attends, je ferai un... Ça, c'est parce que je suis obligé de parler fort, donc du coup... Et vous avez une unité de la Delta Force qui va s'emparer du président Nicolas Maduro. Alors on reviendra après sur toutes les spéculations sur qu'est-ce qui a pu se passer. Hein. Par contre, ce dont on est certain, qu'on a un certain nombre d'éléments dont on est sûr maintenant, pour expliquer la relative facilité, parce que ça a frappé tout le monde, avec laquelle cette opération a eu lieu, il y a eu une attaque, une cyberattaque. Une attaque électromagnétique depuis des avions qu'on appelle des avions Growlers, qui sont des avions spécialisés, qui ont paralysé les radars qui avaient été fournis par la Chine, qui ont neutralisé les missiles russes. Donc là, pour le coup, alors qu'on imaginait que la coopération militaire entre le Venezuela et la Russie protégeait le Venezuela, là, il se trouve que la technologie des États-Unis est capable de neutraliser les missiles air-terre, et puis qui a coupé l'énergie électrique purement simplement. De sorte qu'il y a dans ce corridor, et en particulier sur Fortuna, où le président Nicolas Maduro avait sa résidence, je veux dire, les forces états-uniennes se sont engouffrées. On a beaucoup spéculé sur le fait en disant, oui, mais quand même, ça a été facile, il y a eu trahison, il n'y a pas eu de combat. Si, il y a eu des combats. Il y a eu des combats, puisque 32 Cubains internationalistes sont morts en défendant Maduro, et 23 membres des forces de sécurité vénézuéliens sont morts dans l'histoire. Il y a eu aussi des civils, on n'a pas encore le bilan exact. Pour le moment, on parle d'une centaine de morts et d'une centaine de blessés. Ça sera à voir ultérieurement. Alors, les raisons, vous les connaissez, je les ai déjà un peu évoquées avec Trump. Il y a un personnage dans cette histoire dont il faut parler, même si aujourd'hui, on sait que c'est un personnage secondaire, mais qui a eu une extrême importance. Trump vous annonce, on veut le pétrole, et vous avez à l'intérieur celle, là encore, excusez-moi, je m'en prends aux médias, parce que d'abord, c'est mes collègues, donc je leur en veux d'autant plus que sur le plan professionnel, bon, j'ai un peu de bouteille, je trouve que l'information aujourd'hui est complètement vérolée, si je peux me permettre cette expression. On a fait de la principale opposante d'extrême droite, María Corina Machado, une espèce de Mère Teresa au Venezuela. Mais Mère Teresa, il y a quelques semaines, le 5 novembre 2025, donc c'est pas vieux, alors qu'il n'a jamais, contrairement à ce que vous avez lu partout, qui n'a jamais été dans la clandestinité, le gouvernement vénézuélien a toujours su où elle était. Ils ne l'ont pas arrêtée pour ne pas en faire une martyre, encore plus martyre que la pauvre Mère Teresa. Et donc, María Corina Machado disait, parce que vous allez voir, la TNAI participait par Internet à un forum qui avait lieu à Miami, réunion des investisseurs, l'American Business Forum. Et là encore, j'ouvre les guillemets parce que voilà, on saura exactement quels étaient les objectifs. Donc María Corina Machado disait « Nous allons ouvrir le Venezuela aux investissements étrangers. Je parle d'opportunités de 1700 milliards de dollars
pas seulement dans le pétrole et le gaz, qui sont des opportunités énormes, et vous le savez. Mais nous allons privatiser les secteurs de l'exploitation et de la production, la raffinerie et le transport, mais aussi les mines et les infrastructures, les gisements d'or, le secteur de l'énergie. Notre réseau électrique dispose de 17 gigawatts et doit être rénové, et en vue de développer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Sans parler du tourisme, le Venezuela dispose de 800 km de côte avec une eau transparente. Ça rappelle Gaza, hein, le discours de Trump sur Gaza. C'est la même histoire. Nous avons donc 800 km de côte avec une eau transparente. La côte Caraïbe est prête à être développée. Ça va être énorme. Je cite, hein, je ne suis pas en train de vous faire un sketch. Non, non, ça va être énorme. Nous ramènerons l'état de droit, nous allons ouvrir les marchés, nous apporterons toute la sécurité pour les investissements étrangers, ainsi qu'un programme massif de privatisation. Et ces privatisations n'attendent que vous. C'est en gros le discours que Trump est en train de tenir en ce moment à Delcy Rodriguez. Vous allez me tuer. C'est en gros le discours que Trump est en train de tenir en ce moment à Delcy Rodriguez en disant voilà, on veut tout ça. Alors Nicolás Maduro, vous le savez, il a été présenté à un juge à New York après sa séquestration et il est inculpé de narcoterrorisme, il est inculpé de conspiration en vue de narcoterrorisme, il est inculpé pour possession de mitrailleuses et d'engins explosifs. Vous n'avez pas le droit de rire. Eh oui, je sais bien que c'est ahurissant. Et il est inculpé pour conspiration en vue de posséder des mitrailleuses et des engins explosifs contre les États-Unis. Alors, non, j'arrête un court instant sur la notion de conspiration. Vous voyez qu'il est accusé de narcoterrorisme et de conspiration de narcoterrorisme. Possession de mitrailleuses et conspiration. En droit aux États-Unis, la conspiration est une accusation pour laquelle il n'est pas nécessaire d'apporter de preuves, d'avoir des preuves. Il suffit de montrer que sur un fait circonstanciel, le complot peut ou peut-être a été exécuté. Souvenez-vous, pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à l'affaire des 5 Cubains de Miami, c'était exactement le même problème. Ils étaient accusés de conspiration, ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin de preuves. Donc, dans le futur procès de Nicolás Maduro, si il n'est pas libéré rapidement, on aura cet élément, évidemment, qui pose beaucoup de problèmes. Nicolás Maduro est accusé de narcoterrorisme. Alors déjà, quand on connaît le personnage, ça paraît absurde, mais pendant des mois et des mois et des mois, et depuis 2020, on est en 2026. La première inculpation de Nicolás Maduro, c'est en 2020, pendant le premier mandat de Trump, où un juge américain, dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave, met 20 millions de dollars sur la tête de Maduro, déjà, c'est le western, hein, c'est le Far West, et l'accuse de narcoterrorisme. Pourquoi cette accusation ? Parce que Nicolás Maduro serait le chef du cartel des soleils. Et le cartel des soleils, vous avez dû le voir ou l'entendre ou le lire, c'est un cartel de militaires vénézuéliens qui pratiquent le trafic de drogue. Alors, évidemment, le premier élément qui saute aux yeux quand on travaille sur le Venezuela, c'est que le cartel des soleils n'existe pas. Alors ça, c'est le discours que je tenais il n'y a pas très longtemps. Je vais vous dire pourquoi je précise ça. Cartel des soleils, ça naît au Venezuela en 1993, avant l'arrivée au pouvoir de Chavez, où vous avez deux généraux qui sont les chefs des services anti-narco qui sont pris effectivement la main dans la cocaïne. Et il y a un journaliste astucieux qui trouve, c'est marrant, hein, parce que les généraux vénézuéliens ont des soleils sur les épaules. Il invente une jolie formule, le cartel des soleils, ça ne porte pas à conséquence. Et puis chaque fois que des militaires vénézuéliens vont être pris avec ce problème, on va ressortir le cartel des soleils. Bon, c'est un peu folklore. Sauf qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, ce concept, il est instrumentalisé dans la mesure où on fait croire, où on déclare et où on décide que c'est un cartel organisé, structuré, et que Hugo Chavez en est le chef, déjà à l'époque. C'est passé un peu inaperçu, mais Hugo Chavez a été accusé d'être le chef du cartel des soleils. Et puis, évidemment, Nicolás Maduro arrive au pouvoir, et on va avoir le même discours. Sauf qu'il y a vraiment un problème. C'est que, alors d'abord, j'ai l'impression que vous avez déjà entendu 100 000 fois ce que je suis en train de vous raconter.
Pardonnez-moi hein, si c'est répétitif pour certains d'entre vous. On est dans un pays qui a 2300 km de frontière avec la Colombie. On est dans un pays, le Venezuela, qui est entre le premier producteur mondial de cocaïne, la Colombie, et le premier consommateur mondial de cocaïne, les États-Unis. Alors déjà, premier point. Le Venezuela, il est pour rien dans cette histoire. Bon. Deuxième point, tous les rapports. Je dis bien tous les rapports d'organismes intéressés sur le trafic de drogue, et en particulier le rapport de ce qu'on appelle l'ONUDC, c'est l'Organisation des Nations Unies contre le délit et le crime, qui tous les ans sort un rapport sur le trafic de drogue en Amérique latine. Aucun de ces rapports ne mentionne le cartel des soleils. C'est-à-dire que dans tous les rapports spécialisés, le cartel des soleils n'existe pas. Et dans tous ces rapports, on vous explique que plus de 80% de la cocaïne qui sort de Colombie passe par la côte Pacifique. Et la côte Pacifique, le Venezuela n'a pas de sortie sur le Pacifique. La côte Pacifique, c'est l'Équateur, c'est le Pérou, c'est y compris le Chili, et puis plus au nord, le Mexique. Que vous avez environ 7 ou 8% qui passent par l'Amérique centrale, et qu'il y a entre 5 et 7% qui passent par le Venezuela. C'est-à-dire que le Venezuela, dans le trafic de drogue, est un acteur mineur. Alors certes, il y a 5%. Il y a 5-6%, ça veut dire qu'au Venezuela, vous avez des gens qui sont un peu liés au trafic, vous avez des militaires qui détournent les yeux quand il y a une cargaison qui passe, voilà, mais c'est 5%. Ça ne fait pas du Venezuela le hub du narcotrafic en Amérique latine. Donc, évidemment, cette accusation ne tient pas debout. Sauf que c'est elle qui va servir à présenter au monde entier Nicolas Maduro comme un narcotrafiquant. Alors, si vous, de temps en temps, si vous êtes masochiste, et que vous regardez nos médias, je prends le cadre de Radio France Internationale, c'est le service public. J'ai lu, j'en sais rien, 50 fois, tous les jours quasiment. Le gouvernement des États-Unis accuse Nicolas Maduro d'être le chef du cartel des soleils. Maduro dément. Oui, mais d'accord, mais tous les criminels démentent. Il n'y a pas un journaliste à RFI capable de dire c'est faux. Non, il n'y en a pas un. Maduro dément. Donc, vous êtes lecteur, vous êtes auditeur, vous n'avez aucune raison de penser qu'on vous raconte des salades. Et donc, Maduro dément, ça implique quand même que peut-être que c'est vrai. Et donc, comme ça dure depuis des mois et des mois et des mois, et depuis 2020, vous avez une partie de l'opinion publique, vos amis, vos copains, peut-être même vous, qui disent, après tout, peut-être que Nicolas Maduro, effectivement, il a la main dans le truc. Mais là, c'est comme ça qu'on formate l'opinion publique. Bon. Nicolas Maduro, il est... Et alors? Non, mais attendez, j'y viendrai après. Excusez-moi, de temps en temps, je suis un peu... Ça va derrière? Ouais. Sinon, vous vous rapprochez. Nicolas Maduro, il est également accusé d'être le chef du Tren de Aragua, le train d'Aragua. Alors, le train d'Aragua, c'est une bande de narcotrafiquants, de gangsters, de bandits, de délinquants, Le Tren d'Aragua, ça a aussi existé au Venezuela. Ça a été une bande organisée, assez féroce, vous savez qu'il y a eu une époque où il y avait de l'insécurité réellement au Venezuela. C'est une réalité. Le gouvernement avait du mal à lutter contre, y compris Chavez. Sauf que le Tren d'Aragua, il a été complètement démantelé. Ils avaient pris le contrôle d'une prison. C'est un phénomène assez classique en Amérique latine. Ils contrôlaient la prison de Tocorón. Et puis, ils ont été complètement démantelés. Il se trouve qu'il y a eu, du fait d'un phénomène dont je vais parler dans un instant, mais que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les sanctions, les mesures coercitives unilatérales. C'est-à-dire, bon, je l'ai dit 100 000 fois, alors je suis en train de faire un sketch là, mais pour imposer, les États-Unis imposent des sanctions au Venezuela, mais non, ça n'a aucun sens. Je veux dire, pour imposer des sanctions, il faut avoir une autorité morale. Je l'ai répété 100 000 fois, mais c'est là. Donc, éventuellement, par facilité, parce que c'est un peu long à chaque fois, mesure coercitive unilatérale, on emploie le mot sanction, mais ce n'est pas des sanctions. Et il se trouve que dans les sanctions des États-Unis, dont je vais parler, vous avez eu une vague migratoire. Alors, pas 8 millions de Vénézuéliens, comme on lit régulièrement, pas 10 millions de Vénézuéliens, comme j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps. On ne connaît pas le chiffre exact, c'est de l'ordre de 4 millions, 5 millions, 6 millions. Et dans cette vague de migrants qui sont partis parce que la situation économique était devenue désastreuse, qui sont des migrants pour des raisons économiques et pas forcément pour des raisons politiques, vous avez un tas de piétailles du Tren de Aragua qui sont partis.
et qu'on retrouve aujourd'hui au Chili, au Pérou, en Colombie, qui sont devenus des petits délinquants, qui ont des petites bandes, mais qui ne constituent absolument pas un réseau structuré. Bon. Sauf que Donald Trump, dans son délire, enfin il n'y a pas que Trump, il y a Marco Rubio, il faudra en parler, dans leur délire, ont décidé que Nicolás Maduro avait lancé à l'assaut des États-Unis des délinquants du Tren de Aragua pour détruire les États-Unis de l'intérieur. On est dans le délire de... Alors vous vous marrez, mais ça passe. Vous vous marrez, mais ça passe. Ça fait partie du paquet cadeau. Hein. Le cartel des soleils et le Tren de Aragua. Et vous avez aux États-Unis un organisme qui s'appelle le Conseil national du renseignement, le NIC, National Intelligence Council, qui regroupe 18 agences états-uniennes de sécurité. Ça va de la CIA à la NSA en passant par le FBI. Bon. Je prends le dernier rapport de ce Conseil national du renseignement, 7 avril 2025, qui dément évidemment l'existence du Tren de Aragua, qui dément que le Tren de Aragua soit en train d'envahir les États-Unis, c'est-à-dire qui, et là encore par rapport à un certain nombre de mes confrères, je suis effaré, c'est de l'information publique. Hein, il n'y a pas besoin de la cellule d'investigation de Maurice Lohmann pour faire ça. Hein, c'est public. Eh ben non, je veux dire, il n'y a pas un média qui a été capable de dire que le Tren de Aragua n'existe pas. Bon. Donc voilà, donc vous êtes là et peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question. Dernier point, c'est extraordinaire, c'est que Nicolás Maduro est séquestré, kidnappé, présenté devant un juge, et d'un seul coup, dans l'acte d'accusation, le cartel des soleils disparaît. Parce que évidemment, devant un juge, ça ne va pas tenir. Et donc, après des mois et des années, depuis 2020, d'un seul coup, le cartel des soleils, ah ben non, c'était une blague. Bon. Sauf que Maduro, il est enfermé. Et que le Venezuela est pris en otage. Hein, le Venezuela est pris en otage. Trump veut reconquérir le Venezuela, enfin, ou conquérir, parce que c'est les Espagnols qui l'avaient dans le temps. Et donc, c'est un peu compliqué pour un président des États-Unis, encore que Trump se passe assez facilement des règles. Mais enfin, pour déclarer la guerre à un État, normalement, il faut passer par le Sénat, machin, bon, tout ça, vous connaissez. Et donc, Trump a signé un ordre exécutif, parce que à quoi ça sert, là, ce cinéma de Maduro narcotrafiquant? Trump a signé un ordre exécutif autorisant le Pentagone à utiliser la force militaire contre les cartels de la drogue requalifiés organisations terroristes, comme Daesh ou comme Al-Qaïda. Et là, il n'y a pas besoin d'autorisation du Congrès. On s'attaque à des narcoterroristes. Et c'est la raison qui a permis ces accusations idiotes. C'était pour pouvoir contourner le Congrès et s'en prendre à Maduro. Alors, là encore, je veux dire, excusez-moi, là je fais un peu de la contre-information. Tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais je pense qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Vous avez dû leur foutre la trouille, je ne sais pas, il y a dû y avoir un truc. Bon, bref. Le discours ambiant sur le Venezuela, c'est le Venezuela est dans une situation économique absolument catastrophique du fait de la gestion désastreuse de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro a détruit son pays. Je reviens, excusez-moi, j'utilise le mot sanction, hein, que les puristes me pardonnent. Quand même que de temps en temps, je laisserais passer un Américain au lieu de États-Unien. Moi, quand je suis né, c'était les films de cow-boys et tout, donc les Américains, c'est... Non, mais c'est intégré hein, dans mes neurones. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de neurones, mais alors en plus, s'il faut changer le logiciel à chaque fois, bon, bref. Ben, les sanctions, oui, ça existe. Les sanctions, ça existe. Alors je reprends, là encore, je vais reprendre un discours, une déclaration du département d'État des États-Unis, donc, en janvier 2018. 9 janvier 2018. Écoutez bien, on n'est pas en 2026, hein, 2018. La campagne de pression contre le Venezuela fonctionne. Les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement à commencer à tomber en défaut, tant pour la dette souveraine que pour la dette de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, sa compagnie pétrolière. Ouais. Et ce que nous voyons est un effondrement économique total au Venezuela. Donc, notre politique fonctionne, notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons. Je rappelle ça parce qu'on a souvent la mémoire courte et que non, les États-Unis l'ont dit, évidemment, que les sanctions c'est fait pour
démolir l'économie vénézuélienne. Alors je vais pas vous faire un panorama complet sur les sanctions. Je prends juste un exemple. Le Venezuela disposait aux États-Unis d'une filiale de la compagnie pétrolière PDVSA qui s'appelle Citgo. Citgo, ce sont 3 grandes raffineries, ce sont 4000 stations-service aux États-Unis. C'est, en termes d'actifs, c'est 7 milliards de dollars et ça rapportait au Venezuela 11 milliards de dollars par an. Ça a été confisqué par le gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire que c'était une confiscation pure et simple. Vous avez dans la Banque du Portugal 1,6 milliard de dollars confisqués. Vous avez à Bruxelles 1,2 milliard de dollars confisqués. Bon. Et donc, les actifs du Venezuela ont été pillés à l'extérieur et les sanctions américaines, sous forme d'un blocus, ont effectivement mis l'économie à genoux. Et ce n'est pas la gestion de Maduro qui a mis l'économie à genoux. Alors, il y a un phénomène intéressant, c'est que depuis 3 ans, l'économie s'améliore. Alors j'ai entendu dans la bouche d'un, comment dire ça, docteur en sciences politiques, machin truc, vous savez, les gens savants. Je déconne, j'ai rien contre les gens savants. Je suis pas dans un discours anti-élite, machin et tout. Mais bref, un docteur en sciences politiques de l'université, je cite pas l'université par charité laïque. Je vous donne son nom quand même parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il s'appelle Thomas Posado. Thomas Posado, c'est le client préféré du service public. France Culture, France Inter, France Info, Radio France Internationale. Thomas Posado, il est génial parce qu'il est d'extrême gauche. Alors vous le savez pas à l'antenne, mais il est d'extrême gauche. Et pour le service public, c'est génial. C'est un coup à droite contre Trump, un coup à gauche contre Maduro. Peinard, super. Voilà. Et donc, Thomas Posado, depuis des lustres, je l'entends répéter, ce ne sont pas les sanctions qui sont responsables de l'effondrement économique, c'est la gestion du madurisme. Alors, je parlais tout à l'heure du madurisme. Et puis, il se trouve qu'effectivement, pendant le mandat de Biden, Biden a très légèrement assoupli les sanctions pour laisser la multinationale Chevron exploiter du pétrole au Venezuela. Et il y a 3 semaines, j'entends mon ami Posado, alors ça devait être sur France Culture ou je ne sais plus où, qui dit, alors, parce qu'on lui dit, mais il semblerait que l'économie s'améliore. Et il dit, oui, effectivement, l'économie s'est améliorée parce que Biden a légèrement assoupli les sanctions. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des sanctions, c'est de la faute à Maduro, et lorsque l'économie s'améliore, c'est parce qu'on a assoupli les sanctions. Alors, bon, voilà, moi je suis ça de près et ça me fout en colère, vous l'avez compris. Et donc, effectivement, je veux dire, l'économie vénézuélienne, elle s'est effondrée. Juste un truc sur le madurisme. Parce que maintenant, on vous parle... Alors là encore, c'est le discours à gauche. Hein. Il y a un discours à gauche qui est anti-Maduro. Et on vous dit, attendez, c'est plus le chavisme. Parce qu'à l'époque de Chavez, c'était génial, ils étaient tous à Caracas. Hein. Ça, moi, je les ai tous vus à Caracas. Hein. C'était Chavez, c'était la bête, c'était sexy, quoi. C'était une révolution. Et puis c'est devenu plus compliqué. Et donc maintenant c'est devenu, oui mais non, c'est plus Chavez, c'est le madurisme. Alors, à cet égard, je vais vous rappeler une phrase de Fidel Castro. C'était, me demandez plus en quelle année, mais Fidel Castro participait à un grand raout internationaliste avec des latino-américains qui étaient venus de partout. Et à un moment, il y a un dirigeant d'un mouvement social latino-américain qui dit à la tribune « Et d'ailleurs, nous devons tous suivre l'exemple de Cuba ». Et Fidel Castro l'arrête. Il lui dit « Non, camarade, il ne faut pas suivre notre modèle. Nous n'avons pas fait la révolution que nous voulions faire. Nous avons fait la révolution qui nous a été imposée par les circonstances. » C'est pareil au Venezuela. Au Venezuela, c'est le chavisme qui est au pouvoir. Mais c'est un chavisme qui a été affaibli par les sanctions, qui a été attaqué en permanence. Mais je veux dire, si vous prenez Nicolas Maduro, si vous prenez Delcy Rodriguez, qui actuellement l'a remplacé, c'est la même histoire. C'est pas d'un seul coup, on a infléchi la politique, on a abandonné Chavez, etc., etc., etc. Maduro, alors ça aussi, ça fait partie du problème. C'est le président ouvrier. Hein, Maduro, il a été chauffeur d'autobus. C'est pas sérieux. Bon, on va pas le dire, hein, mais quand même, syndicaliste, chauffeur d'autobus. Bon, il a été ministre des Affaires étrangères de Chavez. C'est un militant, il a été ministre des Affaires étrangères, etc. On aura le même problème avec Delcy Rodriguez tout à l'heure, je vous en parlerai.
il a subi 10 fois plus d'épreuves que Hugo Chavez. Hugo Chavez, on s'en souvient, il y a eu un coup d'État, le 11 avril 2002, ça a duré 2 jours. Il a été séquestré. C'est pas nouveau, hein. Pas nouveau. Il a été séquestré, sauf que, par chance, il a été séquestré sur le territoire national. Hein, il est séquestré le 11 avril, et le 13 avril, vous avez une manifestation énorme à Caracas, vous avez une jonction entre El Pueblo, le peuple, la population, hein, pour ne pas avoir l'air de « Waouh, El Pueblo !» et puis l'armée, et Chavez est libéré. Là, en ce moment, c'est plus compliqué parce que Maduro est aux États-Unis. C'est pas la même chose. Mais, et puis bon, après, je veux dire, l'opposition, elle a été d'une certaine manière domptée. Je veux dire, Enrique Capriles, le dernier qui a affronté Chavez dans des élections, disait, le dernier candidat de droite qui a affronté Chavez, disait, contre Chavez, on ne peut rien faire, c'est le Mohamed Ali de la politique. Mais quand Maduro est arrivé, ils se sont tous dit, Maduro, c'est pas de Chavez. Maduro, c'est même pas un sous de Chavez. Et il a vécu. Maduro, il a eu une tentative d'assassinat le 4 août 2018 avec des drones. Il a vécu ce qu'on appelle l'opération Gédéon, c'est-à-dire une invasion mercenaire venue depuis la Colombie. Alors c'est aussi intéressant ça, parce que on a eu l'impression que c'était des pieds-diclés qui avaient organisé depuis la Colombie une opération pour on ne savait pas trop quoi d'ailleurs, entre parenthèses. Sauf qu'il y a eu un contrat qui a été signé avec cette équipe de mercenaires. C'était à l'époque où, vous vous en souvenez, il y avait le président autoproclamé Juan Guaido, dont je vais reparler dans... Paul, sois pas fâché avec Juan Guaido. Je te vois faire des grimaces à chaque fois que je dis un truc désagréable, mais bon. Mais donc, Juan Guaido, qui était le président fantoche, nommé à ce moment-là, signe un contrat avec ceux qui vont lancer cette opération qu'on appelle l'opération Gédéon, un contrat de 212 millions de dollars pour, j'ouvre les guillemets, capturer, arrêter ou éliminer Maduro. On était déjà dans une opération mafieuse. Et vous allez me dire, ouais, mais ça, attends, c'est la théorie du complot, machin, les gauchistes. Non, il y a aux États-Unis des médias qui sont beaucoup plus performants que nos médias à nous. Et je veux dire, ce que je vous raconte là, ça a été raconté par CNN, ça a été raconté par le Washington Post, ça a été raconté par la presse américaine. Et il y a un fait intéressant dans les... Je suis en train de partir dans tous les sens, excusez-moi. Hein. Dans le procès à Maduro, il va y avoir un certain nombre de repentis du chavisme. Et il y a en particulier deux ex-généraux de Chavez qui sont actuellement incarcérés aux États-Unis. L'ex-général Cliver Alcala et l'ex-général El Pollo Carvajal. Et ils vont, pour voir leur peine de narcotrafic rabaissée, ils vont évidemment charger Maduro à mort. Mais quand je vous parle de Cliver Alcala, c'était le chef de l'opération Gédéon. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas un chaviste, c'était un anti-chaviste. Et j'ai vu l'autre jour sur la 5, il y avait un petit paquet sur les complices de Maduro dans le narcotrafic avec Cliver Alcala, hein, qui en réalité a mené une opération pour renverser Nicolas Maduro. Bon, là encore, voilà. Alors, un point sur lequel je m'arrête, là encore, hein, je pense vraiment que vous allez forcément discuter avec vos copains, avec vos amis, avec les militants, avec les camarades, avec les syndicalistes. L'un des points qu'on reproche à Maduro, c'est qu'il n'a pas été élu dans des conditions normales. Il n'a pas été élu démocratiquement, puisque en 2024, c'est l'opposition qui avait remporté l'élection. Et c'est vrai que c'est un point sensible, sur lequel, en général, on ne sait pas trop quoi dire. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez, chaque fois que l'opposition gagne une élection, elle considère que ça s'est passé dans des conditions normales, et chaque fois qu'elle les perd, il y a eu fraude. Parfois d'ailleurs dans la même élection. Par exemple, en 2004, il y a eu un référendum révocatoire contre Hugo Chavez. Chavez l'a gagné. L'un des dirigeants de l'opposition, Henri Ramos Sayoup, a dit il y a eu fraude, on va apporter les preuves. C'était 2004, on est en 2026, on attend encore les preuves. Bon. Il y a un moment clé, qui vous sera sans doute souvent opposé, c'est l'élection législative de 2015. L'élection législative de 2015, l'opposition la gagne. Elle la gagne. Elle gagne 112 sièges sur 167. Bon, voilà. Et c'est Nicolas Maduro qui est au pouvoir, Hugo Chavez est mort.
Et Nicolás Maduro dit l'opposition a gagné, ok, vous avez l'Assemblée nationale. Sauf que, pour avoir la majorité qualifiée, il faut les 112 voix. Il se trouve que dans cette élection, il y a 4 candidats qui sont accusés d'avoir commis des fraudes. Il y a un chaviste et il y a 3 membres de l'opposition. Avec des preuves apportées, ils ont payé des électeurs. Et donc, le Conseil national électoral dit sur ces 4-là, il faut refaire l'élection, il y a eu irrégularité. Et l'Assemblée nationale dominée par la droite leur fait prêter serment malgré ça. Hein, c'est-à-dire qu'elle dit, oui d'accord, le Conseil national électoral prétend qu'il y a eu fraude, mais nous on s'en fout. On les installe à l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale, pour la Cour suprême de justice, rentre en ce qu'on appelle en desaccato, c'est-à-dire outrage à l'autorité. Je transpose. On est en France, dans un pays démocratique, ou à peu près. Imaginons que 4 députés soient élus à l'Assemblée nationale et qu'on découvre qu'il y a eu fraude et qu'il faut éventuellement refaire l'élection. Je ne vois pas comment le président de l'Assemblée nationale pourrait décider qu'ils vont siéger quand même. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc, effectivement, l'opposition, alors qu'elle aurait pu très bien avoir la majorité et effectuer son rôle législatif, se retrouve en desaccato et le pouvoir décide que tant que ces 4 députés siégeront d'une manière illégale, l'Assemblée nationale est hors jeu. Et pour remplacer cette Assemblée nationale, parce qu'à un moment ça va devenir compliqué, on va élire une Assemblée constituante, tout simplement pour que Maduro, lorsqu'il prend des décisions, puisse s'appuyer sur des élus. Bon. Alors déjà ça, vous voyez, là je vous ai fait l'explication un peu longue, pas forcément simple, peut-être qu'il faudrait y revenir, mais déjà voilà, là il y a un premier point sur lequel on vous dit, Maduro de toute façon, quand il a perdu les législatives, il a balayé l'Assemblée nationale. Non, c'est pas si simple que ça. Bon. Après, vous avez la présidentielle de 2018. Présidentielle de 2018, l'opposition boycotte. Maduro gagne. Facilement. Enfin, facilement non, avec 52% des voix. Hein. C'est pas la Corée du Nord. Excusez-moi s'il y a des Coréens du Nord dans la salle. Ouais. Oui, enfin, pour moi, c'est la Corée du Nord, c'est comme les Américains. Non, mais voilà. Imaginons qu'ici, un parti, quel qu'il soit, boycotte les élections. On ne va pas d'un seul coup décider que le vainqueur n'est pas le vainqueur parce qu'il y a eu un boycott. Il y a un boycott. Donc 2018, Nicolás Maduro avait gagné l'élection. Point. Bon. L'opération, c'était quoi? C'est qu'effectivement, en 2019, on a l'autoproclamation de Juan Guaidó. Je reviens juste sur un point. Il n'y a pas eu d'autoproclamation. Même, y compris moi, j'ai dit le président autoproclamé. C'est pas vrai. Ça se passe le 23 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, vous avez le vice-président des États-Unis, depuis Washington, hein, puisque la capitale des États-Unis à l'époque n'était pas Mar-a-Lago. Depuis Washington, le vice-président des États-Unis appelle l'opposition vénézuélienne à descendre dans la rue. Et c'est dans ce cadre-là, dans une manifestation appelée par les États-Unis, que Juan Guaidó tient le rôle qu'on lui a assigné, c'est-à-dire je m'autoproclame président du Venezuela. Et donc on va avoir toute cette période où il arrive à être reconnu par, non pas la communauté internationale, mais par les États-Unis, par les pays de l'Union européenne, par notre ami, comment il s'appelle, Macron, etc., etc., etc. Mais c'est pareil, tout ça, ça participe de la formation d'une opinion publique. Hein. C'est-à-dire que Maduro, il est contesté, il y a un président, on ne sait pas ce qui se passe, on n'y comprend rien. Voilà. Et puis, Joe Biden, parce qu'il y a quand même une petite différence entre les méthodes des républicains et des démocrates. À un moment, Biden, qui arrive donc après le premier mandat de Trump, il dit, bon, Guaidó, ça a foiré. Hein, Guaidó, je veux dire, en 2023, il dégage parce que ça n'a rien donné. Juan Guaidó, il est président à l'extérieur du Venezuela. Vous voyez ? Mais à l'intérieur, il ne contrôle rien. Il est comme Maria Corina Machado, hein, sur lequel je vais revenir. Et donc Biden dit à l'opposition, bon, bah, écoutez, il faut retourner à l'élection. Parce que là, franchement, on est en train de partir en vrille. Bon. Et donc, l'élection vient négocier avec le gouvernement de Maduro. Hein, il y a toujours eu des négociations. Hein. Et à la Barbade, en octobre 2023,
il va y avoir un accord entre l'opposition, la plateforme d'unité démocratique et le gouvernement de Nicolás Maduro. Il y a une formation politique qui ne participe pas à cette négociation, c'est le parti de María Corina Machado, qui se considère toujours à l'extrême droite de tous les autres partis de droite au Venezuela. Elle ne participe pas à la négociation. Au terme de cette négociation, on organise l'élection de 2024. Et on se met d'accord. Il y a un texte qui est signé qu'on appelle l'accord de la Barbade. C'est un accord partiel où les partis reconnaissent les droits constitutionnels de tous les secteurs politiques du pays, tous les acteurs politiques, avec une mission d'observation internationale, etc. On a un problème à ce moment-là, c'est qu'il y a une certaine María Corina Machado qui est inéligible. Je ne sais pas s'il faut que je vous refasse le pédigré de María Corina Machado. Elle est inéligible pour des raisons parfaitement légitimes. En dehors, ça risque d'être un peu long, mais c'est ça qui est compliqué en fait avec le Venezuela. Elle est inéligible parce que, alors déjà, en 2002, lors du coup d'État contre Hugo Chavez, elle a signé le fameux décret qui renversait Hugo Chavez, qui destituait toute l'Assemblée nationale, qui destituait tous les corps constitués. Donc déjà en 2002, elle était dans le coup. Hein. Et puis en 2004, c'est elle qui organise le référendum révocatoire contre Chavez, mais ça, c'est dans la Constitution, il n'y a rien à dire. Et puis en 2014, au moment où il y a des violences insurrectionnelles, elle va s'exprimer devant l'Organisation des États américains. Et pour ce faire, le gouvernement du Panama lui offre un poste d'ambassadrice exceptionnelle. Il se trouve que et donc, elle va à l'OEA et elle demande des sanctions contre son propre pays. Et donc, elle est déclarée inéligible. Et puis ensuite, pendant toute la période Guaido, et après Guaido, elle va passer son temps à réclamer des sanctions contre le Venezuela, à demander une intervention des États-Unis au Venezuela, ce qui vient de se passer, à demander un bombardement, à demander... Bref, je veux dire, si je prends, et je vais le prendre, si je le trouve, le code pénal français, je veux dire, en fait, en réalité, oui, ben je le trouve pas, si, non, bon, c'est pas grave. Chez nous, c'est 30 ans de prison, hein. 30 ans de prison dans le code pénal, si vous collaborez avec une puissance étrangère qui vous agresse, c'est 30 ans de prison. Bon. Elle a un pot énorme. Elle vit dans cette dictature vénézuélienne, elle n'est même pas en tout. Elle est dans la clandestinité, entre guillemets. Bon. Elle est inéligible. Et à partir du moment où est signé l'accord de la Barbade, et je vous cite l'article 3.5 de l'accord de la Barbade que tout le monde a oublié, y compris les observateurs, y compris le président du Brésil, Lula, y compris le président colombien, Gustavo Petro. L'article 3.5, il disait « Le processus électoral, pacifique et participatif, se déroulera sans ingérence extérieure », alors vous aviez les sanctions, qui n'ont pas été supprimées, mais bon, peu importe, « dans le respect des citoyens, dans le respect de l'autorité électorale, des acteurs politiques, de la Constitution et des lois du pays ». Et dans cet accord de la Barbade, on dit qu'on va réexaminer le cas des gens inéligibles. Mais on ne dit pas que, par définition, ils vont être amnistiés. Et donc, il va être confirmé que María Corina Machado est inéligible. Et malgré ça, elle va participer à la primaire de la droite. Elle va la gagner avec 2 200 000 voix. Et tout le monde va vous dire, vous l'avez entendu 100 000 fois, María Corina Machado, alors c'est 91% des électeurs de la primaire de la droite. María Corina Machado a été une victoire extraordinaire dans la primaire. Maduro n'a aucune chance face à elle, sauf quand même que les 1 200 000 voix qu'elle a eues, c'est 10% du corps électoral. C'est-à-dire qu'on vous a bâti la leader de l'opposition vénézuélienne, alors qu'en réalité, il y a une opposition modérée au Venezuela. Et cette opposition modérée, elle a participé à l'élection de 2024. Il y avait 10 candidats. Il y avait Maduro et il y avait 9 candidats de droite, dont le vieux monsieur que María Corina Machado a sorti de la naphtaline pour se présenter à sa place, puisqu'elle ne pouvait pas se présenter. Bon. Là où il y a un problème, c'est que malgré l'accord de la Barbade qui avait été signé par l'opposition, avant l'élection, d'un seul coup, l'opposition de droite radicale annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats annoncés par le Conseil national électoral. Alors déjà, imaginez chez nous un parti
qui dit ben non, nous on ne reconnaîtra pas les résultats du ministère de l'Intérieur. On aura notre propre décompte. Et le jour de l'élection présidentielle, 2024, alors vous avez, tiens, ça rappelle ce qui s'est passé il y a quelques jours, une cyberattaque sur le Conseil national électoral, qui est coincé, qui ne peut pas donner les résultats complets, et vous avez l'opposition qui annonce, nous on a les résultats, on a gagné avec 70% des voix, et Maduro a 30% des voix. Alors déjà, il y a un truc bizarre, c'est qu'ils oublient qu'il y avait 8 autres candidats. C'est 70-30. Les autres candidats de droite modérée, ils n'existent plus. Non, vous vous marrez, mais tous nos médias reprennent. Enfin, merde, je suis quand même pas... Regardez-moi, je suis normal, je ne suis pas exceptionnel. Il y a un moment où vous vous dites, attends, ça ne va pas leur truc là. Ça tient pas. Bon, ça passe. Alors, la communauté internationale, sous autorité des États-Unis, décide qu'il faut demander à Nicolás Maduro de présenter les procès-verbaux de l'élection. Les procès-verbaux, alors ça, vous en avez entendu parler 200 000 fois. Et le Venezuela refuse. Le Venezuela refuse parce que, face à la polémique, il convoque tous les candidats devant le tribunal suprême de justice. Et vous avez 9 candidats qui se présentent devant le tribunal suprême de justice avec les procès-verbaux, y compris Maduro, y compris la droite modérée. Et le seul qui arrive les mains vides, ce sont les avocats de Edmundo González, l'ami de María Corina Machado. Et lorsque le juge lui demande « Mais attendez, et les procès-verbaux que vous prétendez avoir ?» Il dit « Non, je ne sais pas où ils sont, c'est María Corina Machado qui s'en est occupée. » Bon. De sorte que, moi je ne peux pas vous affirmer que Maduro a gagné l'élection. Effectivement, on n'a pas vu les procès-verbaux. Mais personne n'a vu les fameux procès-verbaux de l'opposition. Si vous posez la question aujourd'hui, mais où ils sont ces procès-verbaux? Vous savez où ils sont? Ils sont dans le coffre d'une banque à Panama. Alors, on va s'amuser 2 minutes. Imaginez ici, on va prendre le Rassemblement national au hasard. Ils refusent le résultat des élections. Ils ont là nos propres procès-verbaux et ils sont dans le coffre d'une banque en Russie. Imaginez un peu le tollé. Sur le Venezuela, non. Sur le Venezuela, tout le monde vous dit, enfin tout le monde, l'appareil médiatique, je suis désolé, vous dit, l'opposition a gagné avec, alors maintenant c'est 67% des voix quand même, on a un petit peu... bon. Et sur les 10 candidats, vous en avez 8 qui reconnaissent les résultats. Sauf que l'opposition de droite vénézuélienne, on en a fait des pestiférés, les modérés. C'est-à-dire que depuis l'extrême droite vénézuélienne, ils sont traités d'alacranes, de scorpions, de traîtres. On les a présentés, mais je pourrais vous lire Le Monde. Moi, je suis abonné parce que je suis obligé. Franchement, laissez tomber si... Bon. Mais on les présente comme les hommes liges de Nicolás Maduro. Ça serait une fausse droite sous prétexte qu'il y a des modérés. Et donc, on nous a présenté pendant des années comme l'opposition d'extrême droite, en oubliant qu'au Venezuela, il y a une opposition de droite modérée. Ah ben voilà, je l'ai retrouvé. Donc France, article 411.4, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, 450 000 € d'amende et 30 ans de détention. C'est-à-dire que, franchement, aussi bien Guaido que María Corina Machado ont eu beaucoup de chance, ont eu beaucoup de chance d'être au Venezuela qu'on vous présente comme une dictature et un régime autoritaire. Si on vous pose la question, dites, mais attendez, dans quel pays un président autoproclamé, Juan Guaido, ou une femme politique d'extrême droite qui réclame l'invasion militaire de son propre pays ne serait pas en prison? C'est ça un régime autoritaire? À la limite, moi j'ai beaucoup d'amis, de copains, de camarades qui trouvent que ce n'était pas assez autoritaire. Il y en a beaucoup. On peut discuter. Peut-être qu'on parlera du pétrole. Enfin, vous avez compris que le pétrole... Alors, je vais essayer de décrypter avec vous les derniers événements. Et puis après, on procédera par questions-réponses. Parce que vous devez en avoir marre. Moi aussi. Non, je plaisante. Non, je vais vous faire un décryptage du monde. Alors ça, c'est le monde du 6 janvier. Oui, du 8 janvier. Donc sur la séquestration, le kidnapping de Nicolás Maduro. Je le présente d'une manière parfois un peu amusée, mais c'est dramatique.
Je veux dire, aujourd'hui, on a tous une tâche, hein, c'est libérer Maduro. C'est un devoir. Et il va falloir se battre contre nos propres amis. Parce que le plus gros problème en ce moment pour le Venezuela, c'est pas la droite. C'est la gauche et l'extrême gauche. La gauche caviar, c'est... Donc, je prends le monde. Donc, Caracas, état d'urgence et fausse transition. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi on parle de transition. Alors, il y a une photo horrifiée. C'est un membre des collectivos, ça avait un homme armé. Alors, les collectivos, je m'arrête un instant dessus. Là, pour le coup, vous pouvez aller sur Mémoire des luttes. J'ai fait un reportage, j'allais dire un vrai reportage, sur les collectivos il y a quelques années. Ce sont des militants qui, après la tentative de coup d'État contre Chavez, qui a foiré, se sont organisés en disant « nous, on défend la révolution ». Et dont certains sont armés relativement peu d'ailleurs. Hein. Les gens à qui on donne des armes au Venezuela, les civils, ce sont ceux qui participent à la milice bolivarienne, qui sont encadrés par l'armée, qui n'ont pas les armes chez eux. Hein. Mais les collectivos, c'est des militants radicaux. Et donc, ils sont présentés comme les paramilitaires de Nicolas Maduro. Il faut vraiment rappeler qu'on n'est pas en Suisse. On est dans un pays qui a agressé. On est dans un pays sur lequel il y a une menace permanente, en particulier avec Trump, d'intervention. On ne sait pas comment. Donc, vous avez des vrais militants qui disent « nous, on défend la patrie, on défend la révolution, point, voilà ». Ils sont beaucoup attaqués par une partie de l'extrême gauche. Et là, pour le coup, ça me fait marrer. Parce qu'il y a eu, j'ai vu passer des dizaines de débats, c'est oui, mais alors pourquoi est-ce que Salvador Allende, il n'a pas donné des armes au peuple? Oui, mais alors pourquoi est-ce que, au moment du renversement de Jacobo Arbenz au Guatemala, il n'a pas armé la population? Et là, vous avez effectivement une population qui prend en main son destin, et d'un seul coup, ça devient des paramilitaires à Maduro. Bon, ça mérite une réflexion. Hein, non, mais vous êtes confrontés à ça tous les jours. Hein. Bon. Alors, je lis. Bien que sporadiques, des manifestations pro-Maduro ont été organisées à l'appel du régime. Alors, c'est le régime. Hein, vous avez compris, on est tous au régime. Ont été organisées à l'appel du régime, à l'instar de la grande marche des femmes qui s'est tenue mardi. Voilà. Alors, sporadique, non. Sporadique, non. Tous les jours, il y a des manifestations à Caracas. Alors, j'ai d'ex-copains, parce que maintenant, j'ai des ex-copains hein, à gauche. Je suis désolé, j'y peux rien. Mais, qui dit oui, mais quand même, c'est pas les grandes manifestations au moment du coup d'État contre Chavez. Bah oui, c'est vrai. Alors c'est vrai pour deux raisons. D'abord parce que la crise économique, effectivement, a fait qu'il y a une partie de la classe populaire qui s'est retirée en disant on n'en peut plus, on en a marre, c'est la faute à Maduro, ou de toute façon, tant qu'on aura le chavisme au pouvoir, on va avoir des emmerdements. Donc effectivement, je veux dire, les mobilisations populaires, elles sont plus... j'ai vu notre ami, votre ami Franck Gaudichaud, il y a quelques jours, dire oui, d'accord, mais enfin, le cœur du chavisme, c'est 20% de la population. Enfin, c'est marrant, ça, quand même. Parce que lors de la fameuse élection, l'extrême droite, elle disait Maduro, il a eu 30%. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Mais là, on n'est pas en 2002. 2002, Chavez, il était sur le territoire vénézuélien. Ça a été monstrueux. Moi, j'étais là-bas, c'était monstrueux. Là, ça va être dans la durée. Donc, vous avez un jour, les femmes qui se mobilisent. Le lendemain, c'est les collectivos. Le jour d'après, c'est les communards, les comuneros. Ça va durer du temps. Donc, et puis, les gens, c'est un truc bizarre. Les gens, ils travaillent. Hein. Les gens, ils travaillent au Venezuela. Ils ne peuvent pas être tous les jours dans la rue. Hein. Donc, il y a eu une grosse manifestation au départ. Et maintenant, il y a des manifestations de femmes. Et tous les jours, il y a des manifestations, qui sont des manifestations importantes. Donc, ce n'est pas sporadique. Je suis maso. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez, je zappe. France Info, CNews, LCI et la 4e BFM. Et ils étaient atterrés. Mais vraiment, je vous jure, ils étaient tous en train de parler du Venezuela, c'était juste après le truc. Et ils étaient tous, ils ne savaient pas comment s'en tirer. Parce qu'en fait, leur rêve, mais je vais y venir, c'était de voir l'opposition manifester sa joie. Et il y avait des images derrière eux, et c'était les chavistes qui manifestaient. Et ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ils étaient emmerdés. Hein, ils papotaient du Venezuela, la dictature, machin et tout. Derrière, il y avait des grandes images de chavistes. Maduro, Maduro, Maduro. Bon.
Je reviens au monde. L'une des premières mesures entérinées dès le 3 janvier par le régime a été la déclaration d'un décret d'estado de commotion intérieure, sorte d'état d'urgence qui octroie des pouvoirs élargis au chef de l'État, qui avait été préparé par Nicolas Maduro en septembre 2005 face à la menace, alors entre guillemets, d'une agression de l'Empire américain. C'était une menace, mais voilà, c'est... Bon. Celui-ci, donc l'état de commotion intérieure, a été mis en place alors même que le Venezuela n'est pas en guerre. C'est-à-dire, on venait juste d'enlever Maduro. Hein. On venait juste de bombarder, il y a 100 victimes, nanana, le Venezuela n'est pas en guerre. Donc c'est vraiment un régime autoritaire. Dans les conditions presque normales, on met un état d'urgence en place. Bon. Alors, là franchement, le gouvernement exagère. Cet état de commotion interne ordonne notamment la recherche et l'arrestation de toute personne impliquée dans la promotion de l'attaque de l'armée des États-Unis. Vous voyez ? Ça, c'est le scandale majeur. Si jamais vous soutenez l'opération des États-Unis, on va vous condamner. Je veux dire, on est dans on a l'impression de vivre dans un monde virtuel, là. Hein, dans un monde virtuel. Les opposants au régime... Ah oui, ça c'est bien. Les opposants au régime... Parce que non, c'est au cœur du débat en ce moment. Hein. Les opposants au régime espéraient que le départ du dirigeant signifierait une renaissance de la démocratie et des libertés individuelles. C'est pour l'instant tout le contraire qui est arrivé. On attendait, hein, c'est pas les opposants vénézuéliens, c'est on attendait le retour de María Corina Machado. Voilà. Et alors, vous avez suivi ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'est passé depuis quelques jours. María Corina Machado, qu'on nous a présenté, alors qu'il y a eu le prix Nobel de la paix. Bon, pour ne pas le donner à Trump. Et qui, effectivement, pensait bien revenir en triomphatrice après l'intervention des États-Unis au Venezuela. La première déclaration de Trump, quand on lui a posé la question, il a répondu, excusez-moi ce que je répète depuis des lustres, non, María Corina Machado, elle n'a aucun soutien et aucun respect au Venezuela. Il l'a dit, hein. Et puis, il a rajouté un truc plus sérieux, c'est que de toute façon, elle n'aurait pas le contrôle du Venezuela, et ça c'est vrai. Elle ne contrôlerait pas ni la police, ni l'armée, ni les collectivos, ni les communes. Et donc, María Corina Machado, elle s'est fait jeter par Trump. Et en réalité, et donc hier, elle était à la Maison-Blanche. Elle est rentrée par l'entrée de service, vraiment. Hein. Il a fallu qu'elle présente son passeport, machin, c'est bon. Et elle a eu un déjeuner privé avec Donald Trump. Elle lui a offert son prix Nobel de la paix. Moyennant quoi, les connards qui lui ont filé le prix Nobel de la paix ont protesté en disant qu'on ne pouvait pas donner son prix Nobel de la paix. Excusez-moi. Et voilà, et de cette réunion entre le parrain, parce que c'est le parrain, hein, et puis sa marionnette, il n'est rien sorti. Et donc elle a fait une vague déclaration en disant ça avance bien, la transition et tout, et je vais revenir, attendez-moi, quittez pas, enfin bref. C'est la cata. Et puis attendez, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et puis on va arrêter là parce que... ah bah oui, là, ben, Diosdado Cabello, alors qui est le ministre de l'Intérieur, alors lui c'est l'ennemi public numéro 1. Hein. Diosdado Cabello, y compris, là encore, j'arrête de plaisanter, je veux dire, il y aurait une tentative d'assassinat de Diosdado Cabello que ça ne serait pas surprenant. Parce que si demain il doit y avoir une résistance armée, c'est Diosdado qui l'organisera. Je termine sur un point, parce que je sais que vous allez me poser la question. En ce moment, le grand discours dans les médias et tout, c'est qu'il y a eu trahison. Et Delcy Rodriguez est en train de trahir, parce que Delcy Rodriguez, donc la vice-présidente, a été assermentée sur la Constitution. Elle remplace Maduro. Elle s'est déclarée qu'elle est présidente intérimaire, en attendant le retour de Maduro. Et vous avez tout un discours, alors sur les questions légitimes qu'on se pose, comment tout ça a été possible. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, sur l'opération de séquestration de Nicolas Maduro, par définition, il y a eu une ou des trahisons de gens qui savaient. Hein, parce qu'il y avait quand même la récompense de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro. Hein, ça donne des idées. Hein, bon. Donc il y a eu
pour localiser Maduro et pour savoir comment il y a eu des trahisons. Mais le discours sur la trahison institutionnelle, dans lequel Delcy Rodriguez aurait négocié par avance avec Trump pour éliminer Maduro, ça ne tient pas. Pour le moment, enfin là pour le coup, ça ne tient pas. Sauf que c'est une campagne qui est en train d'être lancée pour deux raisons. La première raison, c'est de diviser le chavisme au Venezuela, hein, pour que tout le monde commence à se méfier de tout le monde. Deux, pour semer la confusion. Et trois, par rapport à ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire vous, moi, il faut voir que le chavisme, c'est mort, c'est en décomposition. Il se trouve que Delcy Rodriguez est une militante, comme son frère Jorge Rodriguez, ils sont les fils d'un dirigeant des années 70 qui a créé la Ligue socialiste, qui était marxiste-léniniste et qui a été torturé et assassiné. Donc ils ont la politique dans les gènes, ils ont la gauche dans les gènes. Delcy Rodriguez, elle a été ministre, alors vous voyez, j'ai oublié, de la communication, elle a été ministre des Affaires étrangères, elle a été présidente de la fameuse constituante, et puis elle a été vice-présidente, et elle a été chargée de l'économie pendant toute cette période-là, les 3 dernières années, où l'économie s'est améliorée considérablement. Donc, c'est pas quelqu'un qui va trahir Maduro. Elle a toujours été très proche de Maduro. Et là, pour le coup, je me mouille. C'est pas quelqu'un qui va trahir Maduro, sauf que le Venezuela est pris en otage, là, à l'heure où nous parlons. Parce que, le président a été séquestré. Donc, Delcy Rodriguez l'a dit, notre priorité, c'est la libération de Nicolas Maduro. 2, parce que la flotte des États-Unis reste face aux côtes du Venezuela. Et qu'en gros, Trump, qui manifestement ne peut pas envahir le Venezuela, parce que ça serait une guerre prolongée, si Delcy se montre trop rebelle, peut faire crever les Vénézuéliens de faim. C'est aussi bête que ça, hein. C'est aussi bête que ça. Tu hoches la tête parce que je sais ce que tu vas me dire. Non, c'est que, mais ça on va en parler dans la discussion. Quand je vous dis que l'économie s'est améliorée, le Venezuela, qui auparavant importait 80% de son alimentation, maintenant produit 80% de son alimentation. Donc j'imagine que c'est pour ça que je te voyais réagir. Vous savez que je suis vachement surveillé, hein. Il ne faut pas que je raconte de conneries. Mais donc, non. Sauf qu'effectivement, la situation est extrêmement compliquée. Je veux dire, on est face à un mafieux qui a dit très clairement « je veux votre pétrole ». Si Delcy n'obéit pas, ce qui va lui arriver sera pire que ce qui est arrivé à Maduro. C'est dit. Hein, je ne parle pas des menaces maintenant qui passent sur Cuba, parce que je dis que la flotte des États-Unis est restée face à la côte du Venezuela, sauf 2 navires qui sont maintenant au nord de Cuba. Et donc, pour Delcy Rodriguez, la situation est extrêmement complexe. Il va falloir lâcher du lest. Après, vous avez tout un discours sur et Trump, évidemment, parce que s'il est malade, mais en même temps, il n'est pas con. Enfin, vous voyez, c'est compliqué de définir Trump. Il a déjà annoncé que Delcy était très docile et que les États-Unis allaient avoir du pétrole vénézuélien. Alors ça, c'est tout le discours pour brouiller l'opinion. Parce que du pétrole vénézuélien, il n'a jamais été refusé aux États-Unis. Jamais il a été refusé aux États-Unis. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est que lorsque Chavez arrive au pouvoir, il décide de changer les règles du jeu. Et il impose aux multinationales un accord d'association dans lequel, par définition, la compagnie pétrolière nationale PDVSA a au minimum 51% des actions. Mais les multinationales n'ont jamais été chassées du Venezuela. Et donc, même pendant la période de Chavez, même pendant les périodes de tension, le pétrole vénézuélien coulait vers les États-Unis. Donc, ce que raconte Trump en ce moment, en disant on est en train de récupérer le pétrole du Venezuela, c'est absurde. S'il n'y a plus eu de pétrole vénézuélien aux États-Unis, c'est à cause des sanctions. Évidemment. Donc, il y a tout un discours qui va chercher à enfumer l'opinion, en disant vous voyez, Delcy est en train de céder, alors qu'en fait, on revient, si on verra comment elle va réussir à négocier ça, dans des conditions à peu près classique. Alors le problème, sans doute pour le Venezuela, c'est que dans le cadre de cette opération, ce que veut faire Trump, en réalité, là c'est plus compliqué, c'est chasser les multinationales chinoises, ou qui ne sont pas aux États-Unis. Donc là, on rentre dans un jeu beaucoup plus large sur la volonté de Trump de chasser la Chine de l'ensemble de l'Amérique latine, puisqu'il faut rappeler que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de quasiment tous les pays d'Amérique latine, y compris les pays de droite. Et que l'offensive principale, elle est là.
Le Venezuela s'insère là-dedans. Bon, je crois que je vous ai assez pris la tête. Voilà. Ah, juste un truc, dans les questions que vous allez me poser, soyez gentils, posez-moi une question sur les communes. Pourquoi, alors ça paraît un petit peu anecdotique, pourquoi est-ce que Maduro plaide non coupable, je ne suis pas coupable, alors qu'il devrait dire, mais vous m'avez enlevé, vous êtes des criminels, enfin, ou quelque chose comme ça, vous devez me ramener chez moi au Venezuela. Il n'a pas à respecter ce tribunal. Non, Maduro a déclaré « je suis non coupable et je suis un prisonnier de guerre ». Oui, c'est vrai qu'il a, ah bah oui. il a aussi dit ça. Donc il a très clairement posé le problème. Alors juste un truc, j'ai pas réponse à tout. Hein. Non, mais on verra. Non, mais s'il y a des questions forcément à laquelle j'ai pas forcément la réponse. Hein. Je suis comme vous, je suis un être humain. Donc, oui, je voulais juste que je sais que tu lis pas dans l'avenir, mais simplement quelle marge de manœuvre peut avoir selon toi Delcy Rodriguez et par rapport aux objectifs de Trump parce que là, on a quand même l'impression que Trump, on ne sait pas comment il peut aller plus loin parce qu'il n'y a pas de soutien dans le pays pour plus. Donc finalement, est-ce que... Enfin voilà, j'aimerais quand même que tu nous dises un peu sur les scénarios. Et juste si tu peux revenir, parce que c'est vrai un peu dans l'idée rapidement, on disait Chavez a nationalisé le pétrole. Donc est-ce que tu peux bien confirmer que le régime légal au Venezuela, c'est simplement que chaque compagnie de pétrole est à 51% nationalisée, mais il y a une ouverture au capital étranger. Et ça n'a pas bougé depuis Chavez. C'était pour que tu confirmes. Oui, non, alors effectivement, là, je l'ai dit, mais tu as raison. Je veux dire, on n'est pas au Venezuela dans une nationalisation comme on en faisait dans les années 60 ou 50, où on virait les multinationales. Hein. Je veux dire, ça a toujours été une économie mixte, l'État à la majorité, mais vous êtes les bienvenus. Je veux dire, et ça pour le coup. Et Nicolas Maduro, y compris dans les dernières années, a toujours lancé des appels aux États-Unis en disant mais attendez, on n'est pas en guerre, vous êtes les bienvenus. Y compris ce qui lui a valu d'être accusé par l'extrême gauche d'être un néolibéral. Or en fait, il n'avait pas changé la règle du jeu par rapport à Chavez. La marge de manœuvre, honnêtement, là pour le coup, je suis comme vous. Hein. Je suis comme vous. La marge de manœuvre de Delcy Rodriguez, elle est très étroite. Franchement, elle est très étroite. Je veux dire, il ne va pas falloir lui tomber dessus. Elle va être obligée de négocier. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, je veux dire, cette flotte, ce blocus que veut imposer les États-Unis, il peut être dramatique pour le Venezuela. On revient aux sanctions du premier mandat de Trump. Ça veut dire ça avait démoli l'économie. Ils sont en train de remettre l'économie. Alors, c'est pas par hasard non plus si ça arrive maintenant. Ils étaient en train de remettre en place l'économie. Ils étaient en train de prouver au monde entier que malgré l'agression des États-Unis, le Venezuela redevenait un pays qui fonctionnait. Et donc il faut casser ça. Parce que le Venezuela, c'est pas uniquement du pétrole, c'est un symbole, c'est comme Cuba. Pourquoi est-ce que les États-Unis s'en prennent à Cuba depuis 60 ans? Franchement. Parce que c'est un symbole. Et avec un type qui a un ego comme Trump, c'est pas possible que ce symbole y reste. Hein. La marge de manœuvre, elle est étroite. Moi, je vais sans doute vous choquer. Mais malheureusement, dans les rapports de force actuels, je pense qu'une grande partie de la solution viendra des États-Unis eux-mêmes. Il y a les mid-termes, bientôt. Il y a une partie de la population aux États-Unis qui commence quand même à se poser des problèmes par rapport à Trump. Parce qu'il est en train, y compris, de nuire aux intérêts des États-Unis. Donc, une partie de la solution peut venir de là. De l'Amérique latine, malheureusement, on est dans une configuration dans laquelle ce qui a existé dans les années 2000, lorsque, précisément, à l'instigation de Chavez et de son ministre des Affaires étrangères, Nicolas Maduro, ont été créées l'Union des Nations Sud-Américaines, ont été créées la Communauté des États latino-américains et Caraïbes, et tout ça a été détruit dès que la droite est revenue au pouvoir. Y compris l'actuel président de la CELAC, donc la Communauté des États latino-américains et Caraïbes, donc sans les États-Unis, a voulu réunir récemment la CELAC, précisément pour réfléchir entre latino-américains sur la présence de cette flotte américaine face aux côtes du Venezuela, mais aussi de la Colombie. Parce que dans les gens qui sont morts dans les frappes américaines en mer des Caraïbes, il y a des Colombiens. Donc Petro, il a été en colère. Et il a convoqué la CELAC. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a la droite et puis il y a la gauche. Et Petro a dit,
je suis président de la CELAC et je ne peux rien faire, rien. Hein, c'est-à-dire que l'Amérique latine aujourd'hui est complètement polarisée entre une droite, vous prenez Javier Milei en Argentine, vous prenez le Pérou, vous prenez Daniel Noboa en Équateur, qui sont, excusez-moi, je vais utiliser le vocabulaire classique, qui sont les vassaux des États-Unis. Entre parenthèses, pendant qu'on parle du Venezuela, je vous signale que là, à l'heure où nous parlons et dans 3 jours, va culminer un coup d'État électoral au Honduras. Alors lui qui passe complètement inaperçu. Hein. C'est-à-dire que les élections au Honduras ont été complètement trafiquées et que 2 jours avant le scrutin, parce qu'on est dans la grande logique, et peut-être qu'il va falloir qu'on parle de la nouvelle doctrine de sécurité nationale, du retour de la doctrine de Monroe. Mais 2 jours avant l'élection au Honduras, le Honduras est un petit pays d'Amérique centrale, Trump a fait une déclaration en disant « Si vous ne votez pas pour le candidat du Parti national, Nasri Asfoura, qui est mon candidat, je établis des représailles sur le Honduras. » Il se trouve que 20% de l'économie du Honduras, c'est ce qu'on appelle les remesas, c'est-à-dire l'argent que les migrants honduriens aux États-Unis envoient. Et les électeurs honduriens ont reçu sur leur téléphone portable un SMS avec une base de données de 4 banques, un message sur « Si vous ne votez pas correctement, il n'y aura pas de remesas au mois de décembre. » Et ouais. Et vous avez eu parallèlement un sabotage par 2 membres du Conseil national électoral du système de transmission des résultats. Et dans 3 jours, je crois, la présidente de gauche, Xiomara Castro, du Parti Libre, a annoncé qu'elle remettrait le pouvoir à un gouvernement de facto. Parce que le Honduras n'a pas la possibilité de résister. Si Trump applique des sanctions, c'est 20% du PIB qui dégage. C'est la misère. Et les États-Unis n'auront même pas besoin d'amener des troupes depuis on ne sait pas où, puisqu'il y a la principale base militaire des États-Unis au Honduras, à Palmerola. Donc ils sont déjà dans le... Donc voilà la configuration actuelle. Je veux dire, les rapports de force, ce n'est pas en faveur de la gauche. Et par ailleurs, il se trouve que, y compris au sein de la gauche latino-américaine, ça ne fonctionne plus comme avant. Hein. Ça ne fonctionne plus comme avant. Vous avez le président colombien Gustavo Petro, qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi beaucoup de défauts, qui passe son temps à faire des déclarations contradictoires sur le Venezuela, qui un coup va défendre le Venezuela parce qu'il est concerné par une agression américaine, mais qui en même temps n'a jamais reconnu Nicolás Maduro comme président, qui préconise un gouvernement d'union nationale entre María Corina et Machado et Nicolás Maduro, ce qui n'a strictement aucun sens. Bon. Donc le Venezuela ne peut pas compter sur Gustavo Petro, qui va prochainement aller à la Maison-Blanche, et Petro il est aussi sous pression. Parce que Trump a dit le prochain c'est Petro. Parce que la Colombie c'est le pays qui produit la cocaïne. Et donc Petro est sous pression, et donc, excusez-moi, là je vous parle vraiment, on est entre nous, mais même si on n'était pas entre nous, je le dirais, j'ai un peu peur que Petro sacrifie le Venezuela pour sauver sa peau. Lula aussi, alors, quel est le phénomène? C'est que lors de cette fameuse élection contestée de Nicolás Maduro, 2024, Joe Biden ne veut pas apparaître en première ligne. Donc il appelle le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador à l'époque, Lula au Brésil et Gustavo Petro en Colombie, et il leur dit, écoutez, est-ce que vous pouvez servir de médiateur? Et il se trouve que lorsque le gouvernement du Venezuela, à qui on réclame les procès-verbaux, dit, écoutez, nous on a des institutions et on ne va pas présenter nos procès-verbaux, Gustavo Petro et Lula sont fâchés. Parce que Biden leur a donné le rôle de médiateur et Maduro leur dit, mais écoutez, on est souverain, on fait ce qu'on veut. Je précise au passage que lors de l'élection de Lula, et lorsqu'il y a eu le tentative de coup d'État de Jair Bolsonaro, personne n'a réclamé les procès-verbaux à Lula. Il y a eu contestation du résultat, personne n'a demandé les procès-verbaux à Lula. Il y a eu contestation aux États-Unis lorsque Trump a fait envahir le Capitole en disant que Biden n'avait pas gagné l'élection. Personne n'a jamais demandé les procès-verbaux aux États-Unis. Pourquoi est-ce que le Venezuela, d'un seul coup, devrait échapper à la règle générale? Et donc, il y a eu un froid entre Lula, Petro et Nicolás Maduro. Et du coup, ils ont pris leur distance et ils ont dit on maintient les relations, mais on ne reconnaît pas Nicolás Maduro. Donc, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant, et donc dans la configuration actuelle, certes,
Bien sûr, Petro, Lula condamnent l'intervention des États-Unis. Sur le sort de Nicolas Maduro, c'est plus flou. Et donc, il y a au sein de la gauche latino-américaine, et en ce moment, le rapport de force n'est pas en faveur de la gauche. Voilà, il y a la droite, elle est en train d'avancer. Merci pour votre exposé. Je suis d'accord dans la plupart, évidemment, j'ai mes questions, mais je voudrais aller directement au point. Et de nombreux analystes avaient dit que c'était impossible, presque impossible, que les États-Unis pouvaient oser d'envahir le Venezuela. Alors, il restait la seule possibilité qu'ils pourraient faire, c'est bombarder et séquestrer un ou plusieurs membres du chavisme. Alors, jusqu'à maintenant, je ne sais pas quelles sont les raisons, je n'ai pas lu, je ne suis pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième, c'est la suivante. Vous savez bien parler que Delcy se trouve dans une situation difficile parce qu'il y a la menace des femmes et peut-être d'un nouveau bombardement contre le Venezuela. Mais d'autre part, un des buts de Trump, c'est d'essayer de tuer le chavisme. Alors, Delcy est dans une situation vraiment très, très délicate. C'est-à-dire, comme vous avez dit, il doit faire quelques concessions. Et moi, je crois qu'il doit faire quelques concessions. Mais où est la limite de ces concessions? Et alors, ce que je veux dire, c'est s'il fait plus de concessions qui puissent être interprétées comme une trahison au chavisme, c'est là une question. Mais ce que je dis, c'est le plus important actuellement, c'est préparer, parce qu'à un moment, Delcy, si elle est chaviste, elle va dire non aux États-Unis. Et alors, on sait qu'est-ce qui va se passer. Bombardement, ou, comme vous avez dit, on va empêcher que les gens mangent, etc. Et là, c'est sur ce point-là que je voudrais qu'on échange des idées. Par exemple, moi, je pourrais faire une spéculation positive sur Petro. Bon, on ferme le port, la mer et tout ça, mais la Colombie, je pense que Petro pourrait aider. Je pense que Lula pourrait aider aussi. Mais le plus important, c'est comment Delcy ne va pas trahir et en même temps les risques de bombardement ou des sièges au port. Merci beaucoup. Vous posez la question à laquelle pour le moment on n'a pas la réponse. Je veux dire, effectivement, Delcy Rodriguez va être pris dans une tenaille entre, d'une part, la nécessité de faire des concessions à Trump parce que la menace, elle est là, et en même temps de ne pas en faire trop, de manière à ne se pas faire accuser d'avoir trahi le chavisme. Je ne sais pas comment elle va se débrouiller. Ouais. Si vous voulez, alors l'aspect positif de ce qui vient de... Je n'ai pas la réponse à votre question. Je vous le dis franchement, on se la pose tous. On se la pose tous, jusqu'où elle peut aller. L'aspect positif de ce qui s'est passé depuis enfin, pas l'aspect positif de ce qui s'est passé, l'aspect positif de la réaction à ce qui s'est passé, c'est que l'appareil d'État est toujours là. C'est-à-dire que Trump n'a pas détruit le chavisme. Ils ont séquestré le président. Voilà. Pour le moment, on en est là. Les corps constitués, l'État s'est immédiatement réorganisé, en nommant une présidente, et pour le moment, le chavisme ne donne pas le sentiment qu'il va se partir dans tous les sens. Ceux qu'on appelle les poids lourds du régime, Diosdado Cabello, le ministre de la Justice, Vladimir Padrino López, le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, sont unis manifestement comme les doigts de la main. Il y a eu, alors je ne sais pas si vous imaginez, mais sur le ministre de la Défense, Padrino López, ça fait des années qu'il y a une pression énorme. Et pour le moment, il ne lâche pas. Pour le moment, on n'a pas vu de mouvement sédition dans l'armée. Donc, voilà, le chavisme tient. L'épreuve, elle va être dure, l'épreuve, elle va être terrible. Alors, les Vénézuéliens vous disent, les épreuves, on en a déjà connues, on va s'en tirer. Mais ils ont déjà annoncé, on le sait, qu'il va y avoir un retrait stratégique. Alors, jusqu'où? Vous posez la question jusqu'où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont être obligés d'accepter? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir défendre? Alors par rapport au début de votre question, c'est effectivement à un moment on s'est dit est-ce que Trump ne va pas, alors si jamais Delcy résiste, est-ce qu'il ne va pas envahir le Venezuela? Ou bombarder, voilà. Bombarder, il l'a déjà fait. Non, mais il peut dire la thèse, par exemple, la plus plausible,
c'est assez rapidement une frappe ciblée sur Diosdado Cabello, qui est un radical, qui organisera la résistance si ça devait être nécessaire, par exemple. Donc on peut imaginer, lorsque Trump dit à Delcy Rodriguez, si tu n'obéis pas, ton sort va être pire que celui de Maduro, au point où on en est, on peut imaginer le pire. Hein, donc voilà. Bon. Après, qu'est-ce qui... Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de réponse. Il ne peut pas envahir le Venezuela. Enfin, s'il est... Alors, je ne vais pas vous dire s'il est rationnel, il n'est pas rationnel, mais il a sa rationalité à lui. En imaginant une intervention, parce que la question qui était posée, c'est mais comment ça a été aussi facile? Ça a été sur un corridor. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le Venezuela qui a été attaqué. Si vous mettez des troupes au sol au Venezuela, vous avez une guerre prolongée. Vous avez les milices bolivariennes, c'est 3, 4 ou 5 millions de citoyens qui sont prêts à se battre hein, et qui s'entraînent. Hein. Vraiment, là, c'est des gens comme vous. C'est pas des militaristes, hein, c'est pas des barjots, c'est pas des... Non, c'est des gens comme vous qui s'entraînent régulièrement avec l'armée pour défendre la patrie le jour où. Bon, vous avez l'armée vénézuélienne, c'est je ne sais plus combien, 230 000 hommes, je crois, dont une partie sans doute ferait défection, mais dont une partie serait loyale à Chavez et à Maduro. Vous avez la frontière avec la Colombie, avec une culture de la guérilla, avec y compris des guérillas encore en activité, qui ne sont plus tout à fait celles d'auparavant, mais qui sont toujours là, et qui donc se porteraient au secours du Venezuela. Donc pour les États-Unis, c'est un bourbier. Donc je n'ai pas la réponse. Je suis comme vous. Je n'ai... Qu'on appelle la guerre cognitive. Dans cette guerre, c'est la falsification de l'information et la réalité où tu peux situer les mots transition, parce que dans la gauche, la droite, transition, ça veut dire changer le système chaviste ou le modifier. Tu ne considères pas que ça c'est un danger que un mot, transition, met en danger tout un procès? Moi, je crois que non, parce que pour moi, le chavisme, comme le péronisme, par exemple, ont survécu des années après même la disparition de leurs leaders. Merci. Non, le mot transition, c'est pas compliqué. Hein. Fausse transition. Même le monde a compris. Il n'y a pas de transition à l'heure où nous parlons. D'ailleurs, ça désespère la droite. Non. Ça désespère tout le monde. Tous ceux qui rêvaient de voir tomber le chavisme sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de transition. J'imagine qu'autour de Trump, il y a quand même des gens qui ont un tout petit peu de cervelle et qui lui ont dit attention, ne refaisons. Alors là encore, ça a été dit, hein, ne refaisons pas ce qu'on a fait en Irak, où on a détruit le base, où on a détruit toute la structure de base, où on a dissous l'armée et où c'est devenu un chaos absolument indescriptible. Les seuls actuellement capables de gouverner au Venezuela, c'est les chavistes. Et donc, le monde. On attendait le retour de Maria Corina Machado et les Américains se disent non. Non, il n'y a que les chavistes qui contrôlent l'armée, qui contrôlent la police, qui contrôlent les corps constitués, qui ont des comuneros, qui ont des milices bolivariennes. On ne peut pas mettre n'importe qui au pouvoir. Et donc, pour le moment, ce n'est pas une transition. 2, on ne peut pas encore voir, n'ayant pas de contact direct là pour le moment avec les responsables gouvernementaux chavistes, jusqu'où ils vont faire des concessions, mais on est toujours dans le chavisme. Chavisme confronté à une épreuve extrêmement dure. Voilà, pour le moment on en est là. Non mais je crois, les États-Unis ont compris qu'ils ne pouvaient pas éradiquer le chavisme. Point. Déjà, premier point. Donc il laisse Delcy Rodriguez au pouvoir. Hein, bon. En lui imposant une pression énorme. Par ailleurs, ils savent que s'ils déstabilisent le Venezuela, ils déstabilisent toute la région. Là, pour le coup, ça concerne la Colombie, ça concerne le Brésil. Je veux dire, c'est une poudrière. C'est une poudrière, la région. Je veux dire, la Colombie, je veux dire, les efforts énormes, non couronnés de succès de Petro pour imposer ce qu'il voulait, son grand projet, la paix totale. Hein, c'est extrêmement compliqué. Vous avez là des acteurs divers et variés qui fait que si vous déstabilisez le Venezuela, c'est toute la région. Bon. Par exemple, je prends un exemple tout bête, les Brésiliens du mouvement des Sans-Terres, le mouvement des Sans-Terres, je le rappelle, c'est le mouvement populaire le plus important de l'Amérique latine, a dit que si jamais il y avait intervention américaine au Venezuela, il envoyait des brigades internationales. C'est-à-dire que là, je parlais tout à l'heure des gouvernements, mais vous avez un mouvement, le Venezuela aussi. Alors,
j'ai été un peu sévère avec les gauches latino-américaines. Le groupe de Puebla, qui sont les anciens présidents de gauche, évidemment, a condamné l'opération et demande la libération de Maduro. Le Foro de São Paulo, qui sait, je sais pas, c'est 140 partis politiques de gauche latino-américains réclament la libération de Maduro. Donc j'ai été trop rapide sur la gauche latino-américaine. Mais non, mais on peut tout craindre. Je veux dire, la question que vous posez, je suis comme vous là. Hein. Je suis comme vous. Et je clôt la séquence. Vous avez une base populaire chaviste qui ne va pas lâcher. Qui ne va pas lâcher. Je veux dire, quand vous discutez avec les chavistes dans les quartiers populaires, je veux dire, le Vénézuélien, c'est des rebelles. Il ne faut pas s'y tromper. Hein. C'est des rebelles. Je veux dire, les collectivos, les conseils communaux, etc., ce n'est pas des gens qui vont lâcher. Après, ben oui, je le voyais, je suis en train de me répéter, la pression, elle va être terrible. Jusqu'où Delcy peut aller, y compris pour ne pas perdre l'appui. Moi, je voulais savoir est-ce qu'on peut attendre quelque chose des alliés selon vous? Est-ce que les alliés de Maduro, que sont la Chine et la Russie, on peut en attendre quelque chose? Alors, on dit que la Chine a pris des mesures, etc., mais pour le moment, c'est bien timide. Hein. Bon, ça n'empêche rien, etc. Donc, voilà. Si vous voulez, la réponse, elle va être très brève. Si vous prenez les BRICS, il n'y a pas d'accord militaire. Je veux dire, les Russes ne vont pas venir faire la guerre en mer des Caraïbes. Les Chinois non plus. C'est-à-dire qu'il y a une alliance de fait sur le plan économique, sur le plan de la coopération et tout. Mais je veux dire, là, pour le coup, c'est tout le monde chez lui. Hein. Par exemple, en ce moment, alors il pourrait y avoir un début de polémique entre la Russie et Donald Trump, parce que Trump saisit des pétroliers, même plus en mer des Caraïbes, puisqu'il en a saisi près de l'Islande, je crois, et il y a 1 ou 2 pétroliers russes qui ont été saisis. Bon. Mais Poutine, alors déjà qu'il a l'Ukraine à s'occuper, il ne va pas venir en Caraïbes. Donc il ne faut pas attendre de ces alliances. Ce n'est pas des alliances militaires. Il n'y a pas d'alliance militaire et elle n'est même pas possible. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Enfin, il n'y a pas, à part, dans la mesure où le Conseil de sécurité, il y a le droit de veto. Donc la Chine, la Russie se sont prononcés contre l'agression au Conseil de sécurité, mais les États-Unis ont le droit de veto. Donc voilà, un point partout, la balle au centre. Donc non, le Venezuela est assez seul en réalité. Et donc la question que tu posais, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, nous, notre boulot, c'est de travailler au sein de la gauche. Tous vos copains de gauche, syndicalistes, dans les partis, tout ça, il faut y aller à fond. La gauche a tout lâché, là. Je fais peut-être une comparaison trop méchante ou pas juste historiquement, mais c'est la manière dont la gauche a abandonné la République espagnole en 1936. Ce qui se passe là. Mais il y a un parallèle qui marche par rapport aux années 30, c'est que les Allemands ont arrêté Dimitrov pour l'ascension du Reichstag. Il y a eu un procès en Allemagne, et Dimitrov a gagné son procès, et ça a été un élément fondateur de la lutte antifasciste européenne. Et pour moi, le procès de Maduro qui arrive là, pour le monde entier, c'est la question de est-ce qu'on est capable de transformer ce procès en procès des États-Unis, et par rapport à toutes les choses qu'on accepte sur les autres pays du monde sous prétexte que les régimes nous conviennent moins, et qui sont des régimes anti-impérialistes, est-ce qu'on va réussir à utiliser cette fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte, que les États-Unis se révèlent tels qu'ils sont, et tels qu'ils sont toujours, et tels qu'ils ne cesseront jamais d'être tant qu'ils ne seront pas effondrés? Est-ce qu'on est capable d'utiliser cette fenêtre d'opportunité pour foutre un grand coup dans l'impérialisme américain et dans notre pays idéologiquement, et de faire d'une manière ou d'une autre que Maduro gagne ce procès, que ce soit symboliquement ou réellement? Et qu'est-ce qui peut être envisagé de ce point de vue-là? Quelle est la temporalité sur le procès? Là encore, je vous l'ai dit au départ, je n'ai pas la réponse à tout, mais vous posez un vrai problème. D'abord, il n'est pas évident que Maduro va perdre son procès. Ce n'est pas évident du tout. Ne serait-ce que parce qu'effectivement aux États-Unis, il commence à y avoir une inquiétude par rapport à Trump. Donc on peut tomber sur un juge qui décide que tout ça c'est... Après, vous avez raison, le procès de Maduro, ça sera aussi le procès des États-Unis, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a des médias contre nous. Hein. Donc vraiment,
L'opinion publique, elle s'en fout de Maduro. Pour elle, c'est... Donc, je crois, mais je peux me tromper, vous n'êtes pas obligé de d'accord, là je ne suis plus dans mon rôle de journaliste en vous expliquant ce qui se passe. Là, c'est un débat entre nous, éventuellement, en tant que citoyens. Mais le travail prioritaire, c'est la gauche. La droite, c'est normal qu'elle attaque Maduro. Il parle de révolution. Il parle de démocratie participative. Il fait ce qu'on n'est pas foutu de faire en France, des référendums d'initiative populaire. Mais on a un problème, c'est que le Venezuela, enfin, je veux dire, on est vraiment des crépusculaires à défendre le Venezuela. Oui, bah, du coup, ça bouclera la boucle parce que je voulais vous interroger sur l'autogestion populaire au Venezuela. J'en ai entendu parler pour la première fois, je pense que c'était dans l'interview de Monsieur Ramonet sur Medellou, donc la dernière interview de Maduro. Je voulais savoir si c'était vraiment un particularisme à une nouvelle ère de Maduro depuis quelques années ou si ça s'inscrit vraiment dans une tradition plus globale. Est-ce qu'il y a une particularité de cette autogestion populaire vénézuélienne qu'on ne retrouve pas ailleurs? Est-ce que pour vous, il y a l'émergence d'une proposition et est-ce qu'au final, c'est pas sur ça qu'on doit vraiment tous s'intéresser, essayer d'apprendre et que la piste d'espoir des Vénézuéliens, est-ce qu'elle ne vient pas d'ici? Merci. Alors, vous posez une question qui m'intrigue, pas la question que vous posez, mais pourquoi, là encore, est-ce que la gauche ne s'est pas encore intéressée à cette expression, cette expérience de démocratie participative au Venezuela? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il y a quand même des intellectuels à gauche normalement. Mais c'est quand même... Non mais excusez-moi, on peut se poser la question, il n'y a pas que des abrutis à gauche. Bon, alors, je vous résume en gros ce qui se passe. Ce pays qu'on présente comme un pays autoritaire, non démocratique, etc. Chavez, dès son arrivée au pouvoir, il nous sort son truc de démocratie participative et protagonique. Alors déjà, protagonique, bon, participative à la limite, on pige. Protagonique, bon, c'est pas trop. Et vous avez, dès l'arrivée au pouvoir de Chavez, une effervescence. Alors, entre parenthèses, on parle de la révolution bolivarienne. Mais les 51 premiers décrets-lois de Chavez qui vont lui valoir un coup d'État, à la limite, c'est social-démocrate. Hein. C'est pas les bolcheviks qui reviennent au Venezuela. Je veux dire, il fait passer, par exemple, la loi qu'on a présentée comme la loi de nationalisation des hydrocarbures, c'est pas tout à fait ça. C'est une interdiction de privatiser les hydrocarbures. Et effectivement, avec ce dont on parlait tout à l'heure, un accord d'association avec les multinationales étrangères. Vous voyez, on n'est pas dans la révolution. Il fait passer, là en ce moment, dans les grands débats qu'on a chez nous, les Verts sont complètement opposés à Chavez, Maduro, etc. L'un des premiers décrets-lois que fait passer Chavez, c'est l'interdiction des chalutiers près des côtes vénézuéliennes pour protéger les poissons et pour protéger les pêcheurs artisanaux vénézuéliens. Je veux dire, c'est un truc normalement que les Verts devraient... Bon, réforme agraire, je veux dire, réforme agraire, c'est pas un gros mot. Bref. Et indépendamment de ça, Chavez parle de la démocratie participative. Et vous allez avoir immédiatement une espèce d'effervescence avec des cercles bolivariens. Donc les cercles bolivariens, bah, c'est vous là, tiens. On imagine que vous habitez tous le même quartier, on se réunit, on discute, on défend la révolution, puisqu'il y a eu le coup d'État. C'est l'émergence des collectivos qui vont venir après. Vous avez des comités de santé. Alors dans le quartier, on s'organise pour... Vous avez des comités de l'eau, parce qu'il n'y a rien dans des quartiers populaires. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est des comités de quartier qui organisent, qui font remonter aux autorités. Voilà. Il y avait une espèce d'effervescence partout dans tout le pays. Et puis à un moment, Chavez dit, bon, tout ça c'est bien gentil, mais enfin, il ne dit pas ça comme ça, encore que. Mais c'est un peu bordélique. Hein, c'est pas, voilà, c'est... Et donc, il dit on va organiser tout ça et on va remplacer tout ça par des conseils communaux. Et donc, on va avoir un premier réordonnancement de tout ça. Le conseil communal, c'est, là encore, des associations de quartier qui déterminent entre eux quels sont les besoins prioritaires du quartier, qui font remonter l'information aux autorités, et puis qui commencent à travailler à l'amélioration du quartier. Je vais prendre un exemple concret parce que ça nous ramène au fameux débat sur le populisme. Bon. Moi, je veux bien que Chavez soit un populiste, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Vous aviez des comités des terres urbaines. Comment ça fonctionne? Au Venezuela, vous avez le pétrole,
Et donc, vous avez une majorité de la population des campagnes, avec des grands propriétaires qui occupaient toutes les terres, qui, plutôt que de se battre pour garder leurs terres, sont tous venus en ville pour bénéficier des miettes du pétrole. Donc ils sont arrivés, vous avez tous vu des photos de Caracas, entre autres, hein, avec la ville moderne, et puis tout autour, les cerros avec des bidonvilles, des trucs. Bon. Les gens, ils arrivent là et puis ils construisent leur baraque. Alors ils construisent d'abord une baraque en bois, et puis ils mettent des tôles, et puis un peu après, ils mettent des briques, etc. Mais tout ça, c'est un truc complètement improvisé. Et surtout, aucun d'entre eux n'a de titre de propriété. C'est-à-dire que tous, ils sont sous l'épée de Damoclès qu'un jour, un propriétaire arrive en disant « ce terrain, il est à moi, vous vous êtes installé là, c'est pas possible ». Et donc Chavez dit « on va donner des titres de propriété ». Mais c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. On va vous envoyer des techniciens qui vont vous apprendre à cadastrer le quartier. Et donc vous allez avoir dans tous les quartiers des stages dans lesquels des habitants du quartier vont aller voir avec les techniciens, ça va durer une semaine, apprendre à cadastrer le quartier. Et Chavez leur dit, maintenant vous allez cadastrer le quartier, et pour la première fois dans l'histoire du Venezuela, on va avoir un cadastre. Et quand ce travail aura été fait, vous aurez des titres de propriété. C'est pas cadeau. C'est vous vous organisez, vous participez, et ensemble, on améliore la situation. En fait, c'est ça la philosophie. Alors, on a toujours l'impression que c'est Chavez qui donne, que c'est vertical, que... Non, c'est pas comme ça. Bon. Donc à un moment, il dit, bon, les conseils communaux, tout ça, c'est gentil, mais ça part dans tous les sens. Donc les cercles bolivariens, donc conseils communaux. Et puis vous allez, je résume, hein, vous allez avoir à partir de 2006, je crois, là encore une réflexion sur, bon d'accord, les conseils communaux, c'est bien, vous faites remonter les besoins, on s'en occupe, mais vous pouvez par exemple avoir un hôpital qui est commun à plusieurs conseils communaux. Donc il faut que vous les gériez ensemble. Donc on va créer les communes. Et la commune, c'est le rassemblement de plusieurs conseils communaux. Et les communes, il va y avoir une loi des communes, et la différence entre les communes, alors donc il y a à peu près, hein, je vous donne les chiffres parce qu'ils changent régulièrement, mais il y a 49 000 conseils communaux au Venezuela, et il y a 5 300 communes. Et la différence entre la commune et le conseil communal, c'est que la commune va pouvoir bénéficier, va pouvoir entreprendre des activités économiques. Et donc vous avez des communes qui sont les premières qui se sont lancées, qui ont été les pionnières. La commune El Maïsal, je vais regarder parce que je n'ai pas de mémoire, mais c'est des trucs... attendez. Voilà, El Maïsal, c'est 3000 hectares de maïs, c'est 600 têtes de bétail, c'est des porcs, etc. Et c'est autogéré. C'est autogéré, hein, y compris avec redistribution des bénéfices dans l'ensemble de la population. Donc vous avez déjà ça. Et par ailleurs, vous avez maintenant, alors peut-être que ça va s'arrêter du fait de si Trump accentue la pression, mais vous avez 4 fois par an un référendum dans les communes, dans lesquels tout le monde peut voter, chaviste ou pas chaviste, sur quel est le besoin prioritaire de la commune. Une fois que le projet a été élu, le gouvernement finance. Le gouvernement finance, et alors ça peut être fait, par exemple, si c'est... Alors c'est des trucs qui peuvent nous paraître tout bêtes. Hein, moi j'ai assisté là-bas, je suis allé dans les campagnes, dans des villes, j'ai oublié quelle ville, vous aviez près d'une école de gamins, vous avez une rue dans laquelle le trottoir était en mauvais état et les gamins pataugeaient dans la boue. Donc le truc, ça a été, notre priorité là, pour les 3 mois qui viennent, c'est de refaire ce trottoir, pour que les gamins ne marchent plus dans la boue. Et donc, à ce moment-là, le gouvernement finance. Ça peut être en même temps, si on refait, je prends l'exemple du trottoir parce que je l'ai vu, ça peut être un centre de santé, ça peut être l'achat d'une ambulance, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Si c'est de la construction d'un centre de santé, là encore, j'ai assisté à ça, c'est la population qui emploie des gens du quartier ou du village. Donc en fait, vous procurez du travail, ou ça peut être fait par une entreprise. Mais donc, il y a tout un processus de démocratie participative réellement. Alors, c'est pas tout le Venezuela. Hein. Quand je vous dis, il y a 5300 communes et 49 000 conseils communaux, ça ne concerne pas tout le Venezuela. Mais c'est le noyau d'une expérience qui est en train de s'étendre, et c'est en particulier dans les communes, au moment où le Venezuela se retrouvait étranglé par les sanctions américaines, et où il ne pouvait plus importer d'alimentation, c'est en particulier dans les communes que le modèle économique du Venezuela a commencé à changer, puisque maintenant,
en particulier à partir des communes, mais pas uniquement, le Venezuela produit son alimentation. Je veux dire, vous avez un certain nombre de communes qui ont créé des entreprises productives pour produire de l'alimentation. Vous avez, j'ai là, vous avez un peu tout, hein. Vous avez des usines d'embouteillage, bon, voilà, je résume à grands traits. Et ça, pour le coup, sauf si vous connaissez d'autres expériences, moi, pour le moment, je n'ai pas encore vu ça.